Faut aller là-haut, là. T'as vu comme je braille? Laurent, il y a un problème avec la CI. Tu peux t'en occuper? Ouais, pas de soucis, je m'en occupe. Super, merci. Pour moi, le concept de CI/CD est l'un des meilleurs concepts issus de la culture DevOps, permettant d'automatiser un cycle de développement de manière efficace. Malheureusement, même les meilleurs concepts peuvent porter des fardeaux, qui peuvent être difficiles à contourner. L'un de ces fardeaux, c'est la disparité entre l'environnement local et l'environnement d'intégration continue. On fait différemment localement par rapport à la plateforme de CI. Et dans le temps, ce fossé peut même se creuser. Quand on doit faire évoluer ou tout simplement réparer une pipeline d'intégration continue, la plupart du temps, on doit modifier le code, pousser sur le répertoire distant et attendre. C'est long, c'est fastidieux, on réexécute des étapes pas nécessaires. Et c'est comme ça qu'on se retrouve à enchaîner les commits jusqu'à que tout soit nickel. Ou pas. Pour un peu mieux comprendre, on peut se demander ce qui compose une chaîne de CI/CD. Il y a essentiellement deux parties. D'un côté, il y a la partie cycle de vie de votre chaîne. Ce que j'entends par là, c'est quand votre répertoire distant de code source va évoluer. Ces évolutions vont venir déclencher une suite d'actions. Et ça, c'est la deuxième partie, ce qu'on pourrait qualifier de run. Le problème avec les plateformes de CI/CD modernes, c'est qu'ils nous ont fourni ces deux aspects, mais ces derniers ont été fortement couplés. On a du mal à exécuter sans faire évoluer le répertoire distant. Ce qui amène donc à la problématique que je viens d'évoquer. Le développeur aura beau avoir toutes les bonnes intentions du monde, il ne peut pas simplement lancer au préalable à l'identique les actions qui seront exécutées lorsqu'il poussera son code, par exemple. Il existe des solutions spécifiques, comme Act pour GitHub Action, qui exécutera le workflow localement. Le problème qui vient se greffer à cette solution, c'est de rajouter une dépendance encore plus forte à l'outil d'origine. Et ajouter des dépendances, c'est en général pas génial. De plus, à cela vient s'ajouter une complexité toujours grandissante des applications et des infrastructures. Et l'on doit toujours être au niveau de cette complexité dans l'automatisation de l'intégration et du déploiement. Pour le coup, je vous souhaite bonne chance pour faire de la complexité avec du YAML, par exemple. De toute façon, qui aime écrire du YAML? Pour compenser, on peut faire des scripts, mais il faut dire que des scripts restent pertinents jusqu'à un certain niveau. Mais cela peut rapidement devenir moins maintenable. Pour les plus motivés, vous pouvez aussi vous lancer dans la conception de plugins, comme les actions de GitHub Action. Mais on en revient à un problème que j'ai aussi évoqué plus tôt, celle d'être fortement dépendant de la plateforme pour laquelle on a écrit ces plugins. Ce n'est pas trop une surprise, dans cette vidéo, on va explorer l'outil qui veut nous délester de ses poids. On détaillera un minimum sa conception, et on terminera sur une petite démo. Donc l'outil en question, c'est Dagger. Dagger qui veut remédier aux différents problèmes que j'ai évoqués plus tôt, en se concentrant à venir remplacer la partie exécution de vos CI. Dagger veut unifier les environnements locaux avec l'intégration continue. La dernière fois que l'on a voulu unifier deux environnements différents, ce sont les conteneurs, et notamment Docker, qui a pointé le bout de son nez. Ici, rebelote. Dagger va essayer de profiter un maximum de la technologie de conteneurisation. Est-ce que c'est une coïncidence que le fondateur de Dagger, c'est le fondateur de Docker? Ça, je ne crois pas. Les conteneurs vont être gérés à travers notamment BuildKit. Si vous êtes utilisateur de Docker, BuildKit est la version sous stéroïde du builder d'origine de ce dernier. Dagger va utiliser BuildKit pour exécuter chaque étape élémentaire de vos CI dans des conteneurs. Et ainsi, profiter de beaucoup d'avantages comme du cache, mais aussi d'une fine parallélisation. Comme lorsque vous créez une image Docker, les différentes étapes peuvent être mises en cache, ou plusieurs étapes indépendantes peuvent être exécutées de façon concurrente. Avec Dagger, ici, ce sont les étapes de vos pipelines qui pourront en profiter. Et ça, sans même que vous ayez à y penser. Peut-être vous allez me dire pourquoi on n'utilise pas BuildKit directement dans ce cas. Quelle est la plus-value de Dagger? Dagger, avec son engine, va vous éviter de déclarer vos étapes une par une, en pensant aux dépendances entre elles. L'objectif est plutôt de vous laisser vous concentrer sur la création de la logique de votre pipeline, puis de laisser Dagger exécuter ce qu'il faut, quand il faut. On peut imaginer une sorte de puzzle. Vous rassemblez les pièces dont vous avez besoin, qui peuvent être des fichiers, des répertoires, des binaires, mais aussi des instructions à exécuter. Une fois que tout est prêt, vous allez pouvoir passer ça à Dagger et vous permettre de récupérer ce qui a été créé pendant les exécutions. Pour être un peu plus précis, il va créer ce qu'on appelle un DAG, en français, graphe orienté acyclique. Un graphe d'opération hiérarchisé
qui reflète parfaitement la logique qu'elle a reçue de l'utilisateur. Et concrètement, comment fait-on pour soumettre des exécutions à Dagger? Originellement, Dagger a pris le pari de permettre d'écrire une pipeline en Q. Q, c'est en gros un superset de JSON, qui ajoute certaines fonctionnalités comme des structures de contrôle. Du coup, on écrit notre fichier Q, on le passe à Dagger, qui le parse et détermine tout ce qu'il devrait être exécuté. Sur le papier, ça marche. Dans les faits, Q est quelque chose de très peu répandu. Avec peu d'outils autour, et pour y avoir touché, la courbe d'apprentissage reste trop élevée. Et c'est un retour qui a été souvent émis par les utilisateurs de Dagger. Dagger a écouté et nous a pondu une solution, mais plutôt que de rechoisir un langage, ils se sont dit faisons en sorte que ça marche avec tous les langages. Comment ils ont fait? Ils ont tout simplement recouvert leur engine par une API, en particulier une API GraphQL. Pourquoi GraphQL? Est-ce qu'on ne retombe pas dans le même problème que Q? Pas vraiment. Contrairement à Q, les ressources et les outils sur GraphQL sont légion sur Internet. Ce n'est pas vraiment comparable. GraphQL permet d'être hautement expressif, permettant facilement la création de n'importe quelle logique d'exécution à envoyer à Dagger. Il n'y a virtuellement aucune limite à la création d'une requête GraphQL. Vous allez pouvoir emboîter tout ce qui est nécessaire. Et maintenant qu'on a une API, on peut utiliser n'importe quel langage qui possède une implémentation d'un client GraphQL. Et peu importe le langage, comme on utilise la même API, et du coup le même engine, les exécutions seront identiques. Ce qui permet de ne pas penser à certaines préoccupations, comme les logs des exécutions, la mise à l'échelle de l'infrastructure, le monitoring. Et finalement, pour encore faciliter l'adoption de Dagger, il existe aussi des SDK pour certains langages, ce qui permet de ne plus avoir à se soucier de la partie GraphQL lorsque vous allez composer vos pipelines, et de vous concentrer sur l'écriture de votre code d'intégration continue. C'est parti, lançons-nous. Comme je l'ai dit, la vitrine principale pour l'utilisation de Dagger, c'est à travers leur API GraphQL. Et rien de mieux qu'un playground en ligne pour commencer. C'est entre autres à ce genre d'outils que je faisais référence en parlant de ressources GraphQL sur Internet. Des outils qui permettent d'aborder des technos en toute sérénité. Avec l'exemple que vous voyez, vous pouvez voir à quoi ressemble une requête GraphQL. Et en particulier ici, dans le contexte de Dagger. On distingue cet emboîtement, cette arborescence d'exécution. C'est en fait une succession de références à des champs de type. On commence par les champs du type query. Ici, le champ qui est utilisé, c'est container. Je vous rappelle qu'avec Dagger, tout se passe dans des conteneurs. Et ce champ me retourne un autre type, container, depuis lequel je peux continuer d'utiliser d'autres champs de ce type. Ici from, qui va indiquer que je veux un container basé sur une image spécifique. On le précise en argument de ce champ. Et on peut continuer à renseigner d'autres champs, comme ici withExec, qui indiquera des commandes à exécuter dans ce conteneur. Quand est-ce que la requête se finit? Quand on demande un champ qui retourne à un type de base, comme une string. Donc, pour récapituler, avec cette requête, je demande à Dagger de me renvoyer la sortie standard d'une commande curl, après avoir installé ce dernier dans un conteneur Alpine. Et on peut voir le résultat sur la droite. Bien sûr, il n'y a pas que ça qu'on puisse faire. Vous pouvez directement sur le playground explorer le schéma de l'API, GraphQL, où vous allez pouvoir trouver tous les champs de tous les types et pouvoir ainsi composer des requêtes légèrement plus complexes. Ce qu'on va faire dès maintenant. D'abord, je vais aller chercher un repo Git d'une petite application faite en Go. Et on va construire le binaire de ce petit bout de code. Donc ma première requête, je vais utiliser cette fois-ci le champ Git, qui prend une URL en argument, celle de mon répertoire. Et je vais tout simplement, en continuant de construire ma requête, venir lister les fichiers présents sur la branche main. Tout est là. Passons à une deuxième requête, qui va venir build cette fois-ci notre bout de code. Ce qui est un peu nouveau ici, c'est le champ with directory, qui va donc permettre d'intégrer un dossier dans le conteneur d'exécution. Je vais juste m'arrêter un petit moment sur ce champ. Le premier argument de ce champ, c'est tout simplement un path. Et ensuite, dans l'argument directory, il faut donner ce qu'on appelle un ID, l'ID du répertoire. Ça va me permettre d'expliquer un petit concept. C'est celui des ID des objets Dagger, répertoire, fichier, container. Ces ID vont en fait représenter l'état de ces objets à un moment donné. Donc ici, il me faut un ID d'un répertoire qui contient les fichiers dont j'ai besoin. J'ai ça juste au-dessus. Mais il me manque juste le champ ID. Je réexécute la première requête, je récupère l'ID pour la placer dans ma deuxième requête. Cette requête va donc exécuter mon build à partir des fichiers de la requête précédente et me lister les fichiers a posteriori. On constate l'apparition de mon petit binaire qui s'appelle Dagger Demo. Et pour la dernière requête, on va juste venir exécuter ce binaire. Et comme pour la requête de build, je récupère l'ID avec la requête précédente. Cette fois-ci, c'est simplement l'ID du binaire, du fichier dont j'ai besoin. Et pour terminer la requête, j'ajoute l'exécution du binaire. C'est un binaire qui ne fait pas grand-chose. Il ajoute juste les deux nombres en argument et affiche le résultat. Du coup, on exécute la dernière requête et on a bien 2 plus 2 égale 5. Je suis formel, il y a une erreur. Bon, je crois bien que l'auteur de ce repo, avec un si gros bug,
n'a pas mis en place de CI. Ça tombe bien, j'avais prévu de parler des SDK Dagger, vu que le Playground doit rester un outil de test. Ce répertoire tombe donc à pic. Non, ceci n'était pas du tout prévu. Donc je le rappelle, l'utilisation d'un SDK Dagger permet essentiellement deux choses. De ne pas avoir à se soucier du côté GraphQL, et de pouvoir écrire votre CI dans un langage de programmation. Ici, je vais vous montrer un exemple de CI utilisant le SDK Go. J'utilise pour ça un outil qui s'appelle Mage, qui me permet d'écrire des fonctions Go que je pourrais facilement exécuter, sous la forme de target, comme dans un makefile pour ceux qui connaissent. Donc, dans un sous-répertoire Magefiles, j'ai un fichier main.go, dans lequel on retrouve trois fonctions. On va commencer avec la fonction test, qui va exécuter les tests unitaires de mon application. Pour préparer un environnement d'exécution Dagger ici, j'utilise la méthode Dagger Connect, qui va faire deux choses. Vérifier s'il existe un engine Dagger utilisable. S'il n'y en a pas, un engine sera démarré. Ensuite, une session GraphQL est créée et utilisable pendant toute l'exécution de mon code. Et maintenant, avec votre variable client, on va pouvoir exécuter nos étapes. Et la façon dont on écrit notre code est très ressemblant à ce qu'on a fait plus tôt avec les requêtes GraphQL. Les types deviennent des objets et les champs des méthodes. Donc par exemple, pour utiliser les fichiers dont j'ai besoin, pour effectuer mes tests unitaires, ici, pas de guide comme je l'ai fait plus tôt avec le Playground, vu que l'ensemble des fichiers sont déjà présents localement. J'utilise la suite de méthodes client-host-directory, qui va lire mon dossier courant. Je passe même quelques options pour exclure des fichiers dont je n'ai pas besoin. Ensuite, je vais construire de même un conteneur où seront exécutés les tests unitaires. J'enchaîne les méthodes qui me sont nécessaires. Vous remarquerez que je passe la variable workdir à la méthode withDirectory, ce qui revient à faire ce que j'avais fait sur le Playground, c'est-à-dire copier l'ID de l'objet. Vous en conviendrez que c'est un poil plus pratique quand on le fait avec du code. Et ensuite, plus qu'à exécuter ma commande mage test. Et je retrouve les logs des étapes exécutées par l'engine Dagger. Et à la fin, la output de mon test unitaire qui, du coup, n'est pas bon. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous montrer la correction d'une fonction qui additionne deux chiffres, mais voilà ce que ça donne quand c'est réparé. Pour la suite, c'est-à-dire la fonction build et run, l'architecture est la même. On prépare la session avec l'engine Dagger, et on exécute les conteneurs en faisant attention de communiquer les variables nécessaires entre les différentes requêtes. Vous remarquerez peut-être que certains blocs de code sont dupliqués par-ci par-là. Même si cela pourrait être refactorisé dans le code de la CI pour de la lisibilité, cela n'a aucun impact sur l'exécution. Rien n'est fait en double. Si doublon il y a, les étapes seront mises en cache et ne seront pas exécutées, ce qui permet d'abord de se concentrer sur la logique de notre pipeline, sans gros impact. Je vais m'arrêter ici pour l'aperçu de Dagger. La suite serait d'intégrer ces exécutions dans votre plateforme pour ainsi connecter la partie cycle de vie de votre répertoire et le run. Je vous mets le répertoire GitHub en description si vous voulez reproduire cette démo, et tout lien qui pourrait vous être utile pour débuter avec Dagger. Je voudrais, avant de terminer cette vidéo, remercier les personnes derrière Dagger pour leur disponibilité, pour m'avoir aidé à la prise en main de l'outil, mais aussi pour la relecture de ce script. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine sur Impulse TV. Bon, c'est qui le malotru qui m'a pondu une fonction? Non mais 2 + 2 = 5, j'hallucine. Il est au courant que c'est lui ou pas? Chut, je lui dis rien, laisse-le cogiter.